bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi. On va donc prolonger cette journée, cette demi-journée avec notre prochaine table ronde. Quelques mots d'introduction, puis notre keynote speaker, et ensuite j'appellerai les différents intervenants à cette table ronde pour me rejoindre afin que nous discutions de ce débat sur l'entrepreneuriat des jeunes et la réponse qu'ils proposent aux défis alimentaires de l'Afrique. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique se révèle être un levier puissant pour relever les défis alimentaires qui persistent sur le continent. Les jeunes entrepreneurs africains sont à l'avant-garde de l'innovation et de la créativité, développant des solutions durables et novatrices pour garantir une sécurité alimentaire accrue. À travers cette table ronde, je vous propose d'explorer les différents aspects de cette dynamique entrepreneuriale. On va essayer de mettre en lumière les opportunités, les obstacles, les initiatives existantes et les exemples de succès qui émergent de cette dynamique entreprise porteuse. Mais avant tout, pour démarrer, je vous propose d'accueillir notre keynote speaker aujourd'hui, qui est Kako Nabukpo, économiste, ancien ministre du Togo, qui revêt plusieurs casquettes universitaires et travaille au sein d'organisations académiques nombreuses, aussi bien en Afrique qu'en France, et qui est aujourd'hui commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à l'UMOA. Je vous propose de l'accueillir et je vous remercie. Merci. Absolument. Bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je connais la qualité des intervenants dans le cadre du panel. Je vais dire 4 séries de choses. Disons un peu le contexte agricole et alimentaire, les principaux défis que nous avons et terminer avec ce que pourraient apporter les entrepreneurs dans ce contexte. Alors, le potentiel agroalimentaire africain est immense, vous le savez bien. Il y a une bataille des chiffres, mais globalement, on pense qu'il y a 500 millions d'hectares de terres arables sur le continent. Un pays comme la République démocratique du Congo aurait 80 millions d'hectares de terres arables, donc disponibles. Je ne parle pas des terres qui seraient en compétition avec les forêts ou en compétition avec les couloirs de transhumance entre les éleveurs et les sédentaires. On parle vraiment de terres disponibles potentiellement. Et en termes de démographie, vous le savez mieux que moi, nous attendons sur les 40 prochaines années 600 millions de jeunes Africains avec 15 millions par an qui arrivent sur le marché du travail. Et en face, il n'y a pas grand-chose. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand clerc pour dire que l'agriculture est un des leviers de la transformation africaine. Okay. Il y a, me semble-t-il, dans l'enjeu de productivité, 3 défis que nous devrions relever. Bon, le défi du réchauffement climatique. Là, les chiffres montrent que sur les 40 dernières années, nous avons perdu à peu près 20% de la productivité agricole. Donc, on doit retrouver la productivité agricole. Ça suppose une meilleure maîtrise de l'eau. Ça suppose un meilleur suivi des itinéraires techniques. Ça suppose beaucoup plus de recherche variétale. Et tout ça renvoie à la question, au fond, du référentiel technique. Premier grand défi. Deuxième grand défi, c'est le renforcement des arrangements institutionnels. Et là, la question de la structuration des organisations paysannes est cruciale. Nous, à la commission de l'UMOA, nous avons 5 filières prioritaires. Le riz, le maïs, le coton, pour ce qui concerne les filières végétales, et puis la filière bétail-viande et la filière aviculture. Et donc, dans chacune de ces 5 filières, nous essayons de structurer les organisations de producteurs. Pas seulement dans les pays, mais au plan supranational. Donc, avoir des fêtières régionales. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Deuxième élément au niveau des arrangements institutionnels, c'est la capacité de stockage. Vous savez que nous perdons à peu près 25% de notre production du fait de l'absence de magasins de stockage. Et donc, nous travaillons beaucoup là-dessus.
Un autre élément, c'est les pistes rurales. Si vous produisez, mais qu'il n'y a pas de moyen d'écouler la production, ben, ça pourrit. Donc, la question des pistes rurales est fondamentale. Et je reviendrai sur d'autres éléments tout à l'heure, mais au niveau des arrangements institutionnels, je crois que la question qui consiste à donner plus aux producteurs dans la chaîne de valeur, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il faut armer le producteur pour qu'il puisse capter la part qui lui revient dans l'effort qui est le sien. Troisième grand défi, c'est la cohérence des politiques publiques. Vous aurez beau développer votre agriculture, si les autres politiques sont en déphasage ou en décalage avec la politique agricole, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre la politique agricole et la politique commerciale, par exemple, entre la politique agricole et la politique de change, entre la politique agricole et la politique budgétaire. Vous savez que pour l'Union européenne, la moitié du budget communautaire, c'est la politique agricole, c'est 50%. Et à l'heure où je vous parle, dans l'UEMOA, déjà notre budget, c'est 0,1% du PIB de l'UEMOA, et l'agriculture, dans ce budget, c'est 10%. Donc ça fait 0,01%. Donc, vous voyez, il y a des enjeux qui me paraissent fondamentaux. Et pour finir, quatrième et grand défi qui va faire le lien de manière plus explicite avec le panel, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Et là, je pense qu'il y a 4 choses qu'on peut mettre en évidence. La première, c'est la promotion de prêts garantis par l'État. Un des drames, au fond, des programmes d'ajustement structurel que nos pays ont connus, c'est l'idée que l'État ne devrait pas être présent. Or, vous savez comme moi qu'il y a des rendements pour lesquels, en fait, le marché, du fait d'un certain nombre de risques, ne peut pas aller. Et donc, pour ce type d'investissement, on n'a rien trouvé de mieux que l'État. Et moi, je propose ici, et j'espère que ça pourrait être discuté d'une manière ou d'une autre, la création dans nos pays de l'équivalent de France Agrimaire, qui, au fond, depuis 1936, la création de l'Office national interprofessionnel des céréales, permet de donner des prêts garantis par des organismes publics. Et je crois que cette question doit revenir au cœur du débat en Afrique. Deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est inciter le secteur bancaire à accompagner les entrepreneurs. Les banques chez nous sont très frileuses, peut-être pour de bonnes raisons, mais il y a quelque part l'idée d'avoir des banques socialement responsables, des banques citoyennes, pour accompagner le secteur rural, pour accompagner les entrepreneurs qui se lancent dans cette activité. Troisième et avant-dernière piste, c'est la baisse de la charge fiscale par l'État. Vous savez, dans beaucoup de nos pays, il y a ce qu'on appelle des impôts minimum forfaitaires, qui sont des impôts qu'on paye sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Je vous assure que ça plombe l'activité des entreprises. Donc, il faut absolument qu'on ait une vraie réflexion sur la fiscalité, pour que ce ne soit pas une fiscalité confiscatoire pour nos jeunes entrepreneurs. Et enfin, dernière chose, mais je sais que vous en parlez depuis ce matin, c'est le renforcement de capacité des entrepreneurs sur des questions de qualité, sur des questions de normalisation, pour qu'ils puissent être au cœur de la mondialisation, aussi bien outillés que les autres. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, merci beaucoup, Kako, pour ce préambule tout à fait éclairant qui ouvre parfaitement notre table ronde. Allez, sans plus tarder, je vous propose d'accueillir nos intervenants pour ces 45 minutes qui suivent, où nous allons parler d'entrepreneuriat et défis élémentaires en Afrique, avec tout d'abord Rivo Rakotoransaji, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive à Madagascar, qui est également président du groupement national malgache, chef d'entreprise,
dans le textile et dans d'autres activités. Merci Rivo de nous rejoindre. Je vous en prie, venez vous asseoir à mes côtés. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Notre deuxième intervenant, Simon Balito, agroéconomiste, travaille chez AgriSud International à la direction des opérations. AgriSud International est une entreprise qui a une longue expérience en Afrique, mais pas que, pas uniquement, un peu partout dans le monde, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, avec des milliers d'exploitants agricoles, Simon nous en reparlera, qui ont démarré leur activité au sein, aujourd'hui, d'une quinzaine de pays dans le monde. Merci Simon. Notre troisième intervenant, que j'appelle Siaka Kone. Siaka est avec nous. Bonjour, bon après-midi Siaka. Siaka est le directeur de l'École supérieure d'agronomie à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et on viendra nous parler notamment d'une expérience qu'il a en tant que responsable et très impliqué au sein de la chaire Pierre Castel, mais parlera plus largement de l'appétence et des étudiants africains vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir Karim Aït-Talb. Karim, bienvenue, bonjour, merci de l'accueillir. Karim est le directeur général délégué chez Advance Géocoton et président cofondateur de la coalition Alpha, dont il nous reparlera un peu plus tard tout à l'heure, qui met en relation un réseau et a créé un écosystème français et africain en faveur notamment de la stimulation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et puis nous avons deux intervenantes qui vont venir témoigner de leur entreprise, de leur réussite d'entreprise, de leur création d'entreprise. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Florence Bassonneau, qui est la fondatrice et la gérante de Faso Atiéké au Burkina Faso. Bonjour Florence, vous pouvez l'applaudir. Oui, rejoignez-nous bien sûr. Lauréate du prix Pierre Castel, et également une deuxième lauréate, si on veut bien lui amener un fauteuil, je vous prie, je vois qu'il est en cours, merci beaucoup, d'accueillir Bintou Kaltoumé Aboubakar, gérante de Cafadrec SARL, première lauréate également du prix Pierre Castel en 2022 au Cameroun. Merci Bintou et ravi de vous accueillir. Je vous vois arriver. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Je regarde le temps car j'ai déjà entendu les règles à définir pour ne pas trop déborder. J'ai commencé avec vous, Siaka Kone, sur la question de l'entrepreneuriat et des jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Quand on parle entrepreneuriat en Afrique et entrepreneuriat chez les jeunes, est-ce que ça leur parle? Quel est leur degré d'appétence pour l'entrepreneuriat, pour la création d'entreprise? J'ai des souvenirs pas si lointains ici à Bordeaux d'écoles de management dans mes anciennes fonctions où justement on courait toujours, on voulait toujours absolument insuffler un esprit d'entreprendre car de l'extérieur on nous demandait alors avez-vous beaucoup de créateurs d'entreprises? Quelle réalité en Afrique? Okay. Donc merci beaucoup, surtout merci pour nous avoir invités. Alors, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que les années passées, on a constaté que la plupart des ingénieurs que nous formions, en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire, se positionnaient pour des emplois salariés. Mais de plus en plus, on voit qu'on a de grosses cohortes qui se positionnent pour l'entrepreneuriat et ça rejoint vraiment le thème qu'elle a. Donc, ça sera vraiment l'apport des jeunes qui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de leur rôle qui peut apporter à l'entrepreneuriat et puis au développement du secteur agricole en Afrique. À l'ESA, par exemple, vous avez des étudiants ivoiriens, bien entendu, mais des étudiants qui viennent d'autres pays africains. Entre suivre, j'allais dire, un parcours professionnel dans une structure et le désir de créer, d'entreprendre, quelle serait la proportion d'étudiants? Ok, donc avec les 3 dernières années, on arrive à des proportions de 30%. 30%. Voilà, ah oui, c'est beaucoup. Déjà, ceux qui connaissent l'école supérieure d'agronomie, c'est des étudiants qui sont déjà voués. Déjà, quand ils sortent de l'école à 6 mois, ils ont à peu près un travail assez bien rémunéré. Et donc, vous voyez que 30% de ceux-là qui basculent dans l'auto-entrepreneuriat, ça, c'est vraiment un chiffre fort pour notre école. Que diriez-vous de... c'est une question aussi que j'ai posée à Simon, il y a d'autres, je vous invite à réagir, n'hésitez absolument pas à faire part de vos réactions sur les sujets que nous abordons. Quelle est l'importance de la formation entrepreneuriale? Est-ce que les dispositifs dans les institutions académiques sont importants justement? Est-ce qu'ils poussent, est-ce qu'ils boostent cette envie chez les jeunes d'entreprendre?
Ok. En tout cas, pour le cadre particulier de l'École supérieure d'agronomie, nous avons entrepris en 2013 un vaste programme de réforme, d'innovation pédagogique, en partenariat avec des institutions françaises, où on a vraiment inscrit l'entrepreneuriat au centre de notre dispositif de formation. On débute par un système de sensibilisation et d'accompagnement, de sorte qu'à la fin du processus, certains étudiants choisissent en fait le parcours ingénieur-entrepreneur. Et donc, c'est vraiment le dispositif qui porte aussi cette sensibilisation et cet accompagnement à l'esprit d'entrepreneuriat et à la pratique. D'ailleurs, nous avons plusieurs systèmes, nous avons plusieurs dispositifs. C'est le cas de la chaire pour le système alimentaire et l'entrepreneuriat en Afrique, qui est un programme qui est financé par le fonds Pierre Castel, en partenariat avec l'Université de Bordeaux, avec l'Université Sciences Agro de Bordeaux et puis l'Université de Tchang, où nous avons mis en place un dispositif de formation intra-pays qui suscite en fait l'entrepreneuriat des jeunes et les accompagne dans tous les dispositifs. Les étudiants sont motivés, sont attirés par ce genre de programme? Ils sont très motivés et il y a certains étudiants qui arrivent à créer des entreprises juste après. Et ça crée vraiment un fort engouement pour ce processus. Simon, AgriSud International, peut-être un mot, peut-être j'en ai parlé très rapidement et certainement de façon tout à fait parcellaire. Et ensuite enchaîner sur la question des formations entrepreneuriales. En quoi c'est important? Alors AgriSud, on est une ONG française de développement agricole dans les pays du Sud. On est basé à Libourne. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Actuellement, on a une trentaine de projets dans 15 pays sur les différents continents et en Afrique plus spécifiquement, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Gabon, Madagascar, dans des contextes agroclimatiques assez différents. Et donc le cœur de notre métier, c'est mettre en œuvre des projets de terrain autour d'un triptyque entreprise, agroécologie, territoire. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, par rapport au secteur agricole au sens large, je voudrais faire juste deux constats. Dans les contextes où on intervient, on se rend compte qu'il y a quand même un désintérêt assez fréquent des jeunes ruraux pour les métiers agricoles, parfois poussés même par leurs parents. Pourquoi? Alors, on pourrait dire qu'il y a deux raisons. D'une part, le manque d'attractivité du métier agricole lié à une combinaison de facteurs, donc la pénibilité du travail. On est encore en majorité sur des agricultures manuelles ou en traction animale. Également, des niveaux de revenus, de rémunération du travail insuffisants, très variable, et un niveau de risque élevé. Donc c'est lié forcément aux variations climatiques et qui ont été exacerbées cette dernière décennie. Par exemple à Madagascar, en 10 ans, la période d'implantation du riz sur les hauts plateaux a été décalée d'1 mois et demi, lié au retard des pluies par exemple. Donc ça impacte sur pouvoir terminer le cycle à temps. Autre contrainte forte, notamment pour les jeunes, c'est l'accès difficile aux moyens de production. En premier lieu, le foncier, mais également le crédit. Et puis, de façon globale, il y a quand même une dépréciation sociale liée au métier agricole. Par exemple, au Cap-Vert, à Saint-Anton, les paysans avaient l'habitude de dire « à Enxada et à Caneta do Burro ». Ça veut dire la houe, c'est le stylo de l'âne. Donc voilà, il y a quand même, je pense, dans beaucoup de pays, il y a cette connotation négative liée au métier agricole. On va y revenir, mais je notais une réaction de Karim, si je ne m'abuse, et qui me rappelait une discussion en préambule que nous avions sur Karim. Vous faisiez part du désintérêt que nous avons eu collectivement par rapport aux questions, aux défis agricoles, qui résonnerait un peu sur ce que vient de dire Simon, sur peut-être qui explique en partie ce désintérêt des jeunes en faveur de l'entrepreneuriat sur ces domaines. Prenez un micro. Merci. Alors tout d'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation et très heureux d'être avec les copanélistes. Oui, effectivement, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit. Alors, le sujet agricole africain, il est quand même très vaste. Donc je vais essayer peut-être de rejoindre les propos de mon collègue. Quand on regarde bien, sur les 60 dernières années, le continent africain, il a été considéré comme un continent de déversement. C'est-à-dire que tous les pays européens, les pays d'Asie qui avaient des surplus en termes de sucre, d'huile, de blé, de farine ou ce que vous voulez, ils avaient finalement un marché captif qui était un marché qui devait simplement importer sa nourriture. Donc lorsque vous êtes dans cette configuration-là, comment vous réussissez à développer votre propre agriculture ? Donc, ce qui fait que vous paupérisez les populations, puisque finalement, et comme ce qui vient d'être dit, les rendements sont faibles, mais les rendements sont faibles parce qu'il n'y a pas de possibilité pour les producteurs agricoles de lever du financement, il n'y a pas de possibilité pour eux d'avoir accès à des intrants de qualité.
pas d'accès à la mécanisation. Et à côté de ça, on vous met en concurrence dans un marché mondial face à des gens qui ont des tracteurs, de la climatisation, des subventions et autres. Et je vais vous donner un chiffre qui est important, parce que je sais que le grand frère Kako en a parlé tout à l'heure, et la filière coton est très importante, mais sur la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, vous avez 25 millions de personnes qui vivent de la culture du coton. Dans certains pays, le coton, c'est 50% des zones de production céréalière. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Pour autant, le coton africain pèse pour 4% de la production mondiale, et les Américains, qui sont les premiers exportateurs, c'est 25 000 exploitations familiales. Donc vous avez 25 000 personnes qui sont gavées de subventions, qui ont accès à tout ce qu'ils veulent, qui produisent beaucoup plus que 25 millions d'Africains. Donc soit on continue comme ça, et on pourra malheureusement simplement constater que l'Afrique a des problèmes de sécurité alimentaire, soit à un moment donné, on y apporte une véritable réponse. Et pour moi, la réponse, c'est l'entrepreneuriat par le secteur privé. On ne pouvait pas en parler il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, c'est le moment. Pourquoi on ne pouvait pas en parler? Juste à cause de ce conflit d'intérêts qu'il y avait sur des personnes bien ou mal intentionnées sur place qui voulaient conserver des privilèges. Quelle était la raison? Je pense qu'en fait, en réalité, c'est un échec collectif, hein, mais je pense que ça a été très bien dit par Kako, mais c'est un échec collectif. Premièrement, effectivement, vous avez, je pense, des exportateurs de matières alimentaires qui voyaient ce continent, donc il ne fallait pas trop l'aider. Bon, parce que chaque année, c'était des revenus considérables. Bon, les Africains eux-mêmes, hein, puisque finalement, il y avait toujours quelqu'un au bout de la chaîne qui importait. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme de toute façon, la relation internationale, je dirais, Afrique, reste du monde, a toujours été gérée par, finalement, le prisme du public. Et le public, lui, n'est pas là pour favoriser l'entrepreneuriat. Il est là pour accompagner les États à essayer de développer, par exemple, l'agriculture. Mais demander à un État de développer une activité économique, business, avec une rentabilité et autres, c'est pas dans sa compétence. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un échec, je dirais, général, parce que d'une part, je pense que, comme l'a très bien dit mon collègue, c'est que finalement, beaucoup d'Africains voient dans cette agriculture de subsistance quelque chose qui n'est pas noble, alors que je suis désolé de le dire, à part quelques pétromonarchies, il n'y a pas un pays, enfin une des grandes puissances, je dirais mondiales, qui n'a pas à un moment donné développé son agriculture. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on ne casse pas cette image-là, on sera toujours condamné à importer de l'alimentation, alors que précisément ce qui a été dit, c'est qu'il y a 60% des terres arables qui sont en Afrique, vous avez une vaste zone de variétés agroécologiques où vous pouvez absolument tout produire. Alors à part dans certaines zones où il ne pleut pas suffisamment, mais sinon vous pouvez absolument tout produire. Et à côté de ça, vous avez une jeunesse qui a besoin d'emploi. Donc soit maintenant on change les choses et on dit bon, faire de l'argent par l'agriculture c'est possible, et c'est possible, il y a plein de modèles qui existent, et je pense que peut-être que mesdames pourront nous éclairer. Soit on reste comme ça, et malheureusement on attendra encore une énième crise, qu'elle soit climatique, qu'elle soit géopolitique, pour dire ah ben alors, comment on répond à la sécurité alimentaire. Moi, ça fait 40 ans que j'entends que l'Afrique a problème d'alimentation. Bon, alors, soit on continue comme ça et on se contente, soit on y répond concrètement. Ça passe parce que ce que disait Kako, notamment par la structuration des organisations paysannes et surtout, j'insiste là-dessus, la cohérence des politiques publiques agricoles. Le mot cohérence, évidemment, est loin d'être neutre, extrêmement important, à la lumière de ce que vous venez de dire, à la lumière de ce qui a été dit tout à l'heure. Je l'ai dit, on va ponctuer ces échanges. Alors, pardon, on reprendra après. Notamment, je voudrais entendre Rive réagir sur ce qui vient d'être dit, et notamment sur la réalité à Madagascar, mais par deux témoignages de réussite, de création d'entreprise. Donc, je vous propose tout d'abord d'écouter le témoignage d'Idrissou Kaltoumé Aboubacar, qui, je l'évoquais, a été première lauréate du prix Pierre Castel et qui a créé une entreprise de transformation des tubercules et des céréales. Alors, si vous voulez bien nous présenter très rapidement l'entreprise, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Allez, rapidement, quels ont été les principaux défis lors de la création de cette entreprise auxquels vous êtes trouvé obstacles? Tout à l'heure, Simon en évoquait quelques-uns que vous avez dû surmonter pour créer votre entreprise. Ok, merci. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis Madame Kaltoum Idriss, promotrice de l'entreprise Cafadec Sal. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des produits des tubercules et céréales en farine panifiable, mais également en bouillie. Donc, quand je parle de farine panifiable, je parle des farines
de manioc, farine de maïs, mais qui peuvent parfaitement se substituer à la farine de blé. Donc, voilà brièvement ce qu'on fait. Nous travaillons avec énormément de coopératives féminines, c'est-à-dire que nous avons organisé des femmes en coopérative qui travaillent, qui produisent du manioc, par exemple, et que nous transformons. Donc, sur le plan, en termes de difficultés qu'on a eu à rencontrer déjà, les femmes au Cameroun, d'où je viens, 70% des femmes sont quand même dans le domaine agricole. Mais sauf que c'est plus pour destiné à l'alimentation ou au petit commerce. Donc, il y a eu beaucoup de soucis au niveau des mentalités où il fallait rééduquer, il fallait, par exemple, les aider à avoir une meilleure vision, de voir beaucoup plus grand, parce que ça, c'est généralement très problématique. Les femmes, elles sont habituées à pouvoir produire et à pouvoir vendre pour acheter quelques produits pour des besoins de la maison. Donc ça, c'est des obstacles que nous avons eu à traverser. Nous avons beaucoup fait un travail de rééducation, mais également sur le plan financier pour pouvoir acheter, par exemple, certaines machines. Au niveau des banques, c'était très compliqué parce qu'on est toujours buté à l'obstacle des titres fonciers. Au Cameroun, moins de 5% des femmes détiennent un titre foncier. Il faut déjà savoir que dans ce pays, les femmes, de manière coutumière, n'héritent pas. Surtout quand elles sont mariées, elles n'héritent pas des terres. C'est les hommes qui héritent. Donc, c'est très compliqué de pouvoir fournir un titre foncier. Et même pour les jeunes en général, parce qu'à moins de 40 ans, on n'a pas le droit d'avoir un titre foncier au Cameroun. Donc, vous avez beau avoir un bon projet, mais c'est difficile de détenir un titre foncier en son nom. Donc, il y a eu pas mal de difficultés telles que je les ai citées, sans compter la ressource humaine même, parce que travailler avec des petites entreprises, généralement, c'est pas ce qui plaît toujours aux plus jeunes, quoi. Les gens, ils veulent bien des grosses multinationales où tout est déjà structuré. L'accès aux ressources. Et donc le défi, alors ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient foncières ou qu'elles soient financières, naturellement, fait partie des contraintes importantes. Oui. On va revenir, je voulais juste, alors Rive, je le disais, une question, réaction par rapport à ce qui a été dit. Simon aussi, je voudrais que vous réagissiez un peu après sur cette question, enfin ce sujet qui revient sans arrêt, sur l'accès aux ressources, je l'ai dit, foncières, financières, humaines, et puis j'imagine d'autres. Mais avant cela, Rive, réaction par rapport à ce qui a été dit, et une question aussi, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tananarive. Quel rôle peuvent jouer les organismes consulaires là-dessus pour aider, pour stimuler l'entrepreneuriat? Et quelle réalité vous proposez à cet égard dans une CCI comme celle dont vous êtes le président? D'abord, bonsoir à tous. Je ne saurais commencer mon intervention sans remercier donc les organisateurs de ces JNDA de m'avoir invité ici. Je suis heureux de la présentation qui a été faite tout à l'heure parce que je retrouve mon pays dans le profil qui a été dessiné par rapport aux problématiques de l'entrepreneuriat en général, côté financement, l'accès aux ressources, donc et tout. Mais pour répondre à la question, permettez-moi d'abord très sommairement de dessiner le contexte malgache pour qu'on puisse mesurer la taille du défi et des enjeux donc, qui nous attendent donc, par rapport aux thématiques qui est traitées ici. À Madagascar, il y a à peu près 450 000 entreprises formelles donc, enregistrées donc, à l'administration fiscale. Et il y a plus de 3 millions d'entreprises qui évoluent dans l'informel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur les entreprises formelles, il y a seulement 3% qui évoluent dans le secteur primaire, 7% dans le secteur de la transformation et le reste dans le secteur tertiaire. Donc voilà, et le taux de bancarisation du pays est de l'ordre de 10%, mais si on ajoute
les mobile money, donc qui est très en vogue en Afrique et particulièrement à Madagascar, ben, ce taux peut aller jusqu'à 16 ou 18%. Et le taux de base bancaire, c'est de l'ordre de 8%. Un crédit à Madagascar, c'est de l'ordre de 9-10%, et ça peut aller jusqu'à 17-18%. Donc c'est très difficile, comme ça a été souligné tout à l'heure, pour une entreprise donc, qui évolue dans le secteur agricole, dans le cycle culturel, se compte en mois, voire donc, plus d'un an, donc d'accéder, donc d'avoir donc, un business model donc, qui est rentable, qui est viable. Donc ce que nous avons fait donc, au sein d'abord de notre groupement patronal, qui est le FIFPAMA, donc qui regroupe quand même 500 entreprises, qui est réparti sur tous les territoires et qui a des antennes ici à Bordeaux ou à Paris, en Europe, dans le monde, c'est que par expérience, nous avons choisi donc d'intervenir de manière verticale dans les filières. C'est-à-dire donc, par exemple, ce que nous avons fait récemment sur le miel, c'est-à-dire donc qu'on commence dans l'apiculture à appuyer donc ceux qui évoluent à la base jusqu'à la distribution. Pourquoi ? C'est pour donner le maximum de chances de survie à ces entreprises, parce que le plus difficile, ce n'est pas de créer une entreprise, c'est de maintenir l'entreprise en vie. Donc, renforcer sa résilience, et renforcer la résilience d'une entreprise, c'est apporter des solutions par rapport à l'écosystème dans lequel évoluent ces entreprises-là. La question foncière en est une, la question du financement, la question de la formation. Et c'est là où entrent en jeu les chambres consulaires, comme la chambre de commerce de Tananarive, par exemple. Et stratégiquement, donc, j'ai choisi, donc, avec mon équipe, avec mes membres, de postuler pour les deux entités, la chambre consulaire et la présidence du groupement. Parce qu'il y a donc des plaidoyers, du lobbying, de l'advocacy qu'on ne peut pas mener au sein d'une chambre consulaire, mais au sein d'un groupement. Voilà à peu près donc quelle est la stratégie, donc agir par filière, et pour avoir le maximum d'impact, c'est mettre en place des solutions, mais il ne s'agit pas d'appuyer seulement une entreprise, parce qu'appuyer une entreprise, ça pourrait résoudre ponctuellement les problèmes de l'entreprise, mais ça ne peut pas toujours impacter sur Donc tout le vous système. proposez des formations sur l'entrepreneuriat, typiquement, à la Chambre de commerce? Oui, nous proposons, la mission principale de la Chambre de commerce, en général à Madagascar, et particulièrement à Tananarive, c'est de donner de la formation. Nous avons, avec le groupement patronal donc, qui est présent à Madagascar aussi, nous avons mis en place donc, un prélèvement obligatoire de 1% sur la masse salariale pour financer un fonds qui s'appelle la FMFP, Fonds malgache pour la formation professionnelle, pour apporter des solutions. Mais ça n'apporte de la solution que dans la compétence. Mais un chef d'entreprise, c'est d'abord une question d'état d'esprit qui malheureusement n'est pas toujours enseigné comme il faut dans les établissements. Les chiffres que vient de donner Rive, justement, sur Madagascar, reflètent encore cette réalité de la difficulté pour les jeunes entrepreneurs de s'intéresser au domaine agricole. Je reviens là-dessus, mais en fait, à la lecture du thème de cette table ronde, on s'aperçoit, n'y a-t-il pas une forme d'antagonisme entre jeunes et agricoles? Et finalement, on a eu un exemple tout à l'heure avec une femme leadership malgache qui avait créé une entreprise dans les nouvelles technologies. Est-ce que c'est pas ça, finalement? On pousse cette nouvelle génération, certainement plus intéressée naturellement vers des secteurs qui aujourd'hui, de la tech, etc. Et le monde agricole, c'est ce que vous disiez, Simon, tout à l'heure, n'attire pas nécessairement. Comment on peut essayer de retourner ça? Parce qu'on est tous d'accord sur ce constat. C'est quand même un besoin absolument préoccupant, impératif pour l'Afrique. Et en plus, les ressources sont là, les potentialités sont là. Simon? Alors oui. Mais je pense tout d'abord il faut rendre les modèles agricoles attractifs, donc travailler, revenir aux bases agronomiques, faire en sorte que les exploitations agricoles soient performantes. Nous, on considère une petite exploitation agricole familiale comme une très petite entreprise. Et donc, on doit raisonner en termes de productivité, en termes de rentabilité économique, en termes de résilience face aux chocs économiques. On a connu Covid ou la crise en Ukraine, qui a complètement impacté le prix des engrais, par exemple au Sénégal, qui ont été multipliés par 2. Donc vous imaginez la baisse du bénéfice pour les producteurs. Et donc, pour ça, il faut proposer des modèles innovants
sachant qu'on a hérité du modèle Révolution verte qui a fait ses preuves un temps et qui maintenant montre toutes ses limites en termes d'épuisement des sols, d'épuisement des ressources hydriques, de faible résilience. Et donc, c'est le moment pour engager une véritable intensification agroécologique. Donc, optimiser la production, pas maximiser les rendements, optimiser en tenant compte des ressources dont on dispose, sol, eau, végétation, etc. Donc il y a tout un travail de reprise des systèmes agricoles, on va dire traditionnels, empiriques, qui avaient toutes les bases de l'agroécologie, on ne réinvente pas, mais on va essayer de l'optimiser au savoir en incluant les nouveaux savoirs qui ont été produits par la recherche, par les ONG, par les organisations de producteurs sur les différents continents. Et nous, on le voit, des producteurs qui s'engagent dans la transition agroécologique réduisent leurs coûts de production, donc augmentent leurs marges, s'insèrent mieux dans des filières, s'organisent mieux, permettent une gestion durable des ressources naturelles. Donc, il faut avoir des modèles économiques, technico-économiques d'exploitation agricole viables. Les jeunes veulent gagner leur argent dignement. Bien sûr. Ensuite, ce n'est pas suffisant. Les exploitations agricoles, les entreprises ne sont pas isolées. On parle d'écosystèmes où elles sont intégrées dans des filières. Et il y a souvent ce problème de connexion au marché ou les services en aval et en amont. Donc le problème des routes, le problème de l'accessibilité géographique, toutes les voies de communication, les marchés, etc. Et puis l'accessibilité sur le plan économique, la bonne répartition de la valeur ajoutée tout au long des chaînes de valeur pour qu'à la fin, ça soit accessible pour les consommateurs, mais que le producteur s'y retrouve. Donc tout un travail aussi sur le conseil de gestion au niveau des producteurs, bien connaître son coût de production, savoir jusqu'où il peut baisser son prix de vente, etc. Et ensuite, donc, niveau exploitation agricole, entreprise, filière, et puis il y a le cadre global, on va dire au niveau du territoire, qui fixe les règles, tout ce qui est le cadre réglementaire, cadre juridique, au niveau national, enfin régional, national, ça peut être local, ça peut être l'accès au foncier, c'est souvent des droits coutumiers. Donc essayer d'engager un dialogue avec les différents acteurs pour trouver des compromis, pour faciliter l'accès au foncier aux jeunes ou pour les femmes, on a ce cas au Sénégal pour des périmètres irrigués. Ça est également pour mettre à disposition des jeunes sur le territoire le savoir. Donc tout ce qui est autour de l'agroécologie, par exemple au Sénégal également ou à Madagascar, on travaille avec des centres de formation agricole pour les jeunes, pour monter des cursus de formation en agroécologie, pour intégrer la dimension économique et non pas rester sur du technique. Il y a tout le dispositif d'accompagnement post-formation. Il ne suffit pas de former un jeune, mais ensuite il y a toute la partie conseil en gestion. Et c'est souvent les services techniques agricoles qui gèrent ça, mais qui sont plutôt orientés techniques que économiques. Voilà, donc en fait, c'est vraiment, on arrive à un niveau multi-acteur, multi-secteur pour créer un cadre structurant. Une approche systémique, si je puis dire, qui s'appuie sur un accompagnement tout au long, enfin non seulement au départ, mais ensuite, mais évidemment par la suite. Karim, je vais vous laisser réagir, mais juste avant quand même, je voudrais qu'on entende le deuxième témoignage de cette création d'entreprise. Je vous propose d'écouter Florence Bassonneau, qui va nous parler de la création de son entreprise Faso Atiéké au Burkina Faso. Alors même chose, rapidement, présentation de l'entreprise. Quels ont été les principaux défis? Et peut-être, vous, dans votre cas, Florence, s'agissant d'une entreprise qui a maintenant à peu près 10 ans d'âge, peut-être un peu plus, quels sont les nouveaux défis? On parlait justement tout à l'heure, Rive nous expliquait que la question de la création d'entreprise, ce sont les premières années, le démarrage, qui sont évidemment capitales, qu'il faut réussir. Mais après, dans le cycle de développement classique d'une entreprise, les 10 premières années, c'est aussi un cap, notamment si on veut poursuivre le développement et aller un peu plus loin. Je vous écoute, on vous écoute, Florence. Merci. Avant de commencer, je voudrais dire merci à la Fondation Pierre Castel qui m'a donné le prix en 2019, un prix qui a mis en lumière l'entreprise et ses activités. Donc, Faso Atiéké, c'est une entreprise sociale inclusive qui a 2 missions essentielles. Premièrement, produire et commercialiser les produits à base de manioc tels que l'Atiéké et frais et l'Atiéké déshydraté pour permettre à la population de manger sain et facilement grâce à la qualité, à l'accessibilité à toutes les couches sociales et à la disponibilité également, et permettre la création de sources de revenus durables pour les femmes en milieu rural et périurbain. Nous avons une équipe jeune dynamique de 73 personnes
dont 65 femmes. Et l'équipe a une assurance maladie, une assurance sociale. Et nous avons une crèche au sein de l'entreprise pour permettre aux femmes d'avoir les enfants à côté d'elles, parce que la particularité de l'entreprise, c'est que les femmes que nous recrutons sont non alphabétisées et elles n'ont pas la chance d'avoir des nounous pour garder les enfants. Donc la crèche est là et un repas pour elles et leurs enfants au cours de la journée de travail. Donc par rapport à notre chaîne d'approvisionnement, nous travaillons en agriculture en agriculture contractuelle agroécologique avec actuellement 800 petits producteurs en milieu rural, dont 400 femmes. Et nous les avons organisés. Et l'avantage, c'est qu'ils ont l'assurance d'avoir un marché durable et un marché rémunérateur, et ça crée de l'engouement en milieu rural et ça empêche les jeunes de venir vers la ville, l'exode rural. Quels ont été vos défis, Florence, majeurs? Oui, le souci, c'est l'accès au financement des producteurs. Encore. Et tout à l'heure, on a parlé des terres, des garanties, en fait. Chaque fois que nous approchons les banques pour accompagner les producteurs, ils demandent un titre foncier. Et chez nous, que ce soit les femmes, que ce soit les producteurs, ils ne peuvent pas avoir ce papier que réclament les banques. Ça suppose à ne pas avoir de financement. Et le manioc, nous avons besoin de l'eau. Au Burkina Faso, nous n'avons pas les faveurs climatiques, donc il faut forcément irriguer le manioc. Et c'est ce que nous demandons aux partenaires, à l'État, aux différents acteurs d'accompagner les producteurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est d'industrialiser l'entreprise, passer à l'échelle et vraiment bien structurer la chaîne d'approvisionnement et avec l'accompagnement nécessaire pour les producteurs. Et nous voulons également certifier ces producteurs avec qui nous sommes déjà en agroécologie. Certification. Voilà. Okay. Et au niveau de la gestion de nos déchets, par exemple, pour dire que nous sommes une entreprise verte, nous avons mis en place un biodigesteur qui transforme nos déchets en biogaz. Et à côté, il y a une porcherie qui récupère également une partie de nos déchets et qui nous donne Donc vous travaillez sur la valorisation. C'est très bien, avec l'intégration de la chaîne, depuis l'approvisionnement jusqu'ensuite la gestion des déchets. Merci beaucoup pour cet éclairage tout à fait passionnant et bravo encore à toutes les deux pour votre prix et le succès de vos entreprises. Karim, je reviens vers vous. Alors, on revient en arrière, rétropédalage, réaction par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure. Également, peut-être parlez-nous aussi de cette coalition Alpha que vous avez initialisée, qui est aussi une illustration, je crois, pour venir renforcer ce process de développement de l'entrepreneuriat sur le secteur agricole. Oui. Quelques minutes, parce que l'heure tourne et il ne nous reste plus que quelques minutes pour parler. Je vais essayer d'être très bref. Déjà, bravo, mesdames. C'est absolument extraordinaire ce que vous faites. Et on a aussi une filiale au Burkina Faso. Donc, si on peut vous accompagner, c'est la SNC Tech. Donc, si on peut vous accompagner, avec grand plaisir. Alors, moi, ce que je voudrais juste passer comme message et rebondir très rapidement à tout ce qui a été dit, mais la discussion est passionnante. La première des choses, c'est que l'entrepreneuriat, il n'est pas exclusivement réservé aux jeunes. C'est maintenant qu'il faut investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique. C'est vraiment maintenant. Il n'y aura pas d'autre fenêtre. Parce que ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années avec la crise sanitaire et la crise ukrainienne fait que, pour la première fois de son histoire, l'Afrique a la possibilité de produire de façon compétitive. Donc si on ne fait pas les investissements maintenant, c'est mort jusqu'à une prochaine crise. Donc à tous, que vous soyez dans l'agro, que vous soyez dans tous les secteurs d'activité que vous voulez, vous, à votre niveau, vous pouvez accompagner un entrepreneur sur place à créer sa petite entreprise. Deuxièmement, si on doit regarder en fait ce qu'il faut faire très rapidement pour changer les choses, et c'est ce que nous avons fait au travers de Alpha, donc qui est une association française où on regroupe une centaine d'entreprises qui veulent faire bouger les choses de façon très concrète en rapprochant le secteur privé africain avec le secteur privé français. On a fait des recommandations très claires. La première, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est le renforcement de capacité des producteurs. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ces producteurs soient formés, qu'il y ait plus de recherche et de développement, qu'ils aient accès aux des intrants très rapidement. Quand je dis des intrants, ce n'est pas que les engrais, ce n'est pas que les bio-engrais, c'est également accès aux semences. Rappelons qu'en France, l'augmentation de la production végétale, elle a d'abord été le fruit de semences, et après on a rajouté les engrais. Nous, en fait, on vient en Afrique, on dit on va mettre des engrais, ça va aller. Non,
puisque si le sol n'est pas adapté, ça ne sert à rien. Et donc nous, on le voit dans nos activités cotonnières, où on travaille avec des centaines de milliers d'exploitations familiales. Nous, on a 0 hectare de terre qui nous appartiennent. On n'est que sur de l'agriculture contractuelle. On voit des gens à qui on donne un paquet technique, donc engrais, produits phytosanitaires qui vont atteindre X rendement, et le voisin qui ne va pas le faire. Et donc, en la réalité, le problème, ce n'est pas je dirais la compétence de la personne, c'est la problématique du sol. Bon. Donc ça, renforcement de capacité des producteurs. 2, il faut absolument raisonner en filière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est au bout d'une chaîne réussir à être compétitif si tous les maillons de la chaîne de valeur, le stockage, la transformation, l'énergie, le transport ne sont pas réglés. Il faut réussir à connecter le producteur au marché et essayer de casser, je dirais, ceux qui captent la valeur mais qui finalement ne la réinvestissent pas. Le 3e élément, c'est pour moi tout ce qui est financement justement des infrastructures. Ça a été dit tout à l'heure, il y a énormément de pertes dans beaucoup de choses, et ça c'est absolument scandaleux. Les mangues, elles pourrissent au pied des manguiers, alors qu'on pourrait les transformer, on pourrait faire pas mal de choses. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du stockage et de l'énergie. Le dernier élément qui est pour moi absolument essentiel, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes une société comme Géocoton, donc 70 ans d'expérience, on est implanté sur place. À l'époque, c'était une société coloniale, ça a été privatisé. Là où avant, il y avait 80 expatriés par pays, aujourd'hui, sur la totalité du groupe qui compte 1200 personnes, j'ai 2 expatriés. Tout le reste, tous les directeurs généraux, ce sont des Africains. Et ça marche même mieux qu'avant. Bien sûr. Alors, le problème... Ça a beaucoup évolué quand même. Pardon ? Ça a beaucoup évolué, me semble-t-il. Ça évolue, mais je pense qu'on peut faire encore davantage. Ce que je vois simplement, c'est que même avec une société comme Géocoton, nous avons difficilement accès à certains financements, parce que soit vous allez voir des bailleurs qui vont vous dire c'est 15 millions d'euros minimum, et donc là, à ce moment-là, mesdames, comment vous faites ? Bien sûr. Soit vous allez voir une banque locale qui vous dit titre foncier, soit vous allez voir une banque commerciale qui accepte de vous écouter et à ce moment-là vous propose des taux d'intérêt extrêmement grands. Nous, la réponse que nous apportons, c'est de dire qu'il faut créer un nouvel outil. Cet outil qui sera composé de ressources publiques et de ressources privées, il va venir traiter tous les tickets ce que les bailleurs ne traitent pas. Donc de 50 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros. Et à partir de là, on va apporter une véritable réponse. En faisant ça, on est capable de changer les choses. Et encore une fois, les exemples qui ont été dits, ils sont simplement... Le démontrent, bien sûr. Oui, le démontrent. Oui, bien sûr. Je pense que si on peut apporter un peu plus d'aide à mesdames, demain, ça sera de l'exportation vers l'Europe. Il faut continuer, accès au financement. Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais j'ai quand même aussi l'impression d'entendre ça depuis des années et des années. Alors bon, on ne va pas non plus s'éterniser sur le sujet. C'est important. Juste pour terminer, il nous reste 2-3 minutes. Siaka, je reviens vers vous. Et puis ensuite, on écoutera Simon et Rive pour le mot de la fin. En quelques secondes, quelques minutes, parlons futur. En quoi a-t-on aujourd'hui des raisons d'espérer mieux sur cette question, l'entrepreneuriat des films? Pourquoi en 2023, on peut être plus optimiste que nous n'avons pas été ou l'aurions pu être 20 ans en arrière? Siaka. Ok, pour moi, en tout cas pour ma part, je pense qu'il y a un changement de paradigme. Moi, je vois de plus en plus de jeunes qui veulent se positionner et vraiment porter ce flambeau de l'entrepreneuriat et du développement agroalimentaire. C'est qu'on ne voyait pas avant le plus souvent. En tout cas, les anciens, dès qu'on sortait, c'était des emplois salariés. La dernière chose que je voulais vraiment dire, c'est que dans ce chemin de la transformation structurelle, il faut qu'on comprenne bien que le secteur agricole, qui est même d'ailleurs reconnu à l'OMC, c'est la spécificité agricole. Tant qu'on ne va pas reconnaître ça, c'est aussi de pousser ces jeunes-là vers le couloir de la mort et vraiment plutôt être un accélérateur de problèmes et d'autres choses. Je prends un peu le cas, ils ont expliqué, même quand on prenait l'agriculture française, on voit un peu tout le soutien, on voit la question de l'attractivité est une question historique et mondiale. Je vois un peu aujourd'hui, même en France, les enfants des agriculteurs ne veulent pas reprendre les exploitations. Donc je pense que, comme Kako l'a dit, il y a beaucoup de facteurs, des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Et il faut que les politiques publiques jouent un rôle de sorte à créer un environnement propice pour pouvoir mieux favoriser en fait, l'émergence de ces jeunes qui veulent s'engager sur des objectifs que nous n'avons pas pu porter avant. Moi, je dis toujours, on veut faire aux jeunes ce que nous n'avons pas pu faire. Et je les vois, ils sont vraiment prêts. Il va falloir qu'on les accompagne. Et c'est des actions qui sont multifonctionnelles. Et un de mes profs le disait, il termine là-dessus. Et ça m'avait même choqué quand il faisait ma thèse. Il dit, mais l'agriculture n'est pas rentable. Il lui a dit, mais professeur, pourquoi vous dites ça? Il dit, non, l'agriculture n'est rentable que sur sa forme de sa multifonctionnalité. Donc, il va falloir qu'on essaie d'imaginer des modèles plutôt inclusifs qui permettront donc de pouvoir
avoir de la valeur sur toute la chaîne de valeur. Sur Sur toute la chaîne de valeur. Merci, Merci merci beaucoup. Siaka, absolument pas. Le mot de la fin, allez, Rive, en quelques secondes. Pourquoi demain sera un jour meilleur sur ces questions d'entrepreneuriat et défis alimentaires, en quelques mots? 2 points. 95% donc du tissu économique malgache, ce sont des entreprises individuelles, des SARL, c'est-à-dire donc des PME, voire des TPE. Donc, notre première approche, c'était donc de regrouper ces petites entreprises donc, en coopératives et en clusters pour qu'elles puissent atteindre donc, un volume donc, qui leur permette d'augmenter une capacité de production donc, qui intéresserait donc, d'autres partenaires. Deuxièmement, nous avons créé un fonds d'investissement qui s'appelle Fonds d'investissement FIFPAMA, donc, qui cible, comme le fonds Pierre Castel, et aussi de la diaspora. Donc, c'est un véhicule que nous avons créé pour capter des fonds et mettre en place un canal pour acheminer des fonds donc, vers des petites entreprises malgaches pour leur permettre d'augmenter leurs chances donc, de lever plus de fonds pour investir dans l'agriculture et assurer un fonds de roulement donc, qui n'est pas disponible sur les offres classiques des banques chez nous. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup à tous pour ces propos et ces éclairages tout à fait passionnants sur vos histoires respectives et sur votre expérience sur ces sujets. Plus certainement un peu plus tard, à l'occasion de la table ronde dont j'entendais parler sur Meet Africa qui sera animée un peu plus tard dans la journée. Merci encore, très bonne fin d'après-midi, à très vite. Merci.